Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler un petit peu du formatage des eurodatages en SQL, comment intégrer une valeur et la transformer en eurodatage, ou comment prendre un eurodatage et en sortir une valeur un peu avec un formatage spécifique. Donc je ne vais pas revenir sur la première chose. Pour prendre un eurodatage au sens DB2 et le transformer sous forme de chaîne de caractères, on a une fonction varchar format qui fait ça très bien. Il y a déjà une vidéo qui explique le varchar format, donc je vous laisserai vous reporter là-dessus. Je vais m'intéresser un petit peu aux choses qui sont vraiment plus conversions spécifiques vers des eurodatages de format particulier. Donc nous, on va surtout utiliser une fonction qui s'appelle timestamp format. Cette fonction-là, on lui donne une chaîne de caractères et on lui donne un formatage pour interpréter cette chaîne de caractères et elle va nous sortir un eurodatage en résultat. Donc si je l'exécute ici, j'ai bien un eurodatage, la date, l'heure, les microsecondes, et cette valeur-là a bien été décodée en disant les 4 premiers caractères sont l'année, suivi d'un séparateur, suivi du mois, suivi des jours. Le nombre de valeurs que vous pouvez mettre ici et le type de valeur que vous pouvez mettre là est documenté et est limitatif, vous pouvez pas mettre ce que vous voulez, mais bien sûr vous allez dans le Knowledge Center et vous cherchez timestamp format, et on vous donne quels sont les séparateurs qui sont valables, et on vous donne la liste de tous les éléments que vous pouvez mettre dans votre pattern, on va dire, de conversion. Donc c'est relativement riche, c'est assez exhaustif pour tout ce qui concerne les dates, les heures, les eurodatages. Normalement, on trouve à peu près tout ce dont on a besoin. Donc vous pouvez les eurodatages par défaut vont sortir avec 6 chiffres pour les microsecondes. Vous pouvez rajouter le nombre de décimales que vous souhaitez obtenir sur votre eurodatage. Si on met 0, on a vraiment la date et l'heure. Si toutefois vous vous intéressiez qu'à la date, ce qui est le cas dans mon exemple ici, j'ai pas besoin d'avoir l'heure, vous pouvez très bien dire également je prends que la partie date de l'eurodatage, que la partie heure si on avait utilisé time également. Et puis vous pouvez également gérer des formats qui sont peut-être un petit peu plus particuliers, comme ici, hein, je l'ai tiré d'internet, hein, c'est un exemple. Le 8 juillet 2019 à 8h02, on peut mettre effectivement le jour. Alors lui, il va détecter tout seul s'il y a un ou deux caractères, donc il va se débrouiller avec. Les heures HH24, c'est pour dire c'est des heures qui sont de 0 à 23 hein, sur 24 heures et pas de 0 à 12. Les minutes, on n'est pas obligé d'indiquer les secondes. Si on n'indique pas une unité, ce sera 0 qui sera pris par défaut. Pardon, sauf pour l'année, c'est l'année en cours qui sera prise par défaut, mais si vous indiquez pas les secondes ou les minutes ici, c'est bien 0 qui sera pris en compte. Donc vous avez toute latitude à indiquer des formatages particuliers. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, vous avez besoin, vous, d'exposer des données avec un certain formatage, ou vous avez besoin d'intégrer des données qui ont un certain formatage, et le but, c'est vraiment de nous aider dans ces manipulations-là. Le timestamp format, lui, ne sait prendre que des paramètres alphanumériques, donc caractères. Donc si toutefois vos dates sont stockées dans des zones numériques, c'est des choses qui arrivent, il va d'abord falloir convertir ces dates-là en caractères, ce que j'ai fait ici avec la fonction digits, d'accord? Les concaténer, et puis cette date qui a été traduite en caractères et concaténée, on la décode avec le pattern qui va bien. Donc toujours pareil, on obtient un eurodatage. Si vous vous intéressez uniquement à la date, sélectionnez que la date. Donc là, c'est vraiment le fonctionnement de base de timestamp format. Je vous renvoie vers la documentation pour l'ensemble des possibilités. C'est assez riche en termes de mots-clés. Pour prendre des cas concrets, si vous avez des formats de date dans des documents de JSON ou XML, la plupart du temps, on utilise ce format d'eurodatage-là. Il y a différentes possibilités en XML. La norme supporte plusieurs syntaxes, mais globalement, ça, c'est les syntaxes qui sont le plus utilisées. Pour simplifier l'écriture par la suite, je passe ici par une variable au sens SQL, hein, une variable SQL, ça me permet juste d'avoir la valeur sans avoir besoin de retaper tout ça ici. Dans le timestamp format, vous êtes obligé dans votre chaîne ici de décodage de n'indiquer que des unités de l'horodatage et des séparateurs.
on ne peut pas indiquer à cet endroit-là de caractères qui sont des caractères de remplissage ou qu'on souhaiterait ignorer. Et typiquement, notre date au format XML, elle est constituée ici d'une date, d'une heure qui est après, et l'heure et la date sont séparées par un T. C'est dans la norme. Et derrière, on a le fuseau horaire, le décalage horaire dans lequel est exprimée cette date-là. Donc typiquement, le T qui est au milieu m'embête parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas moyen de dire dans cette expression-là, je veux ignorer ce caractère qui est à cet endroit-là. Donc ici, j'ai fait du brutal, hein, simplement j'ai pris la partie date, j'ai concaténé avec la partie heure comme ça, position 12 sur 8 de long, ce qui fait que j'ai ignoré mon T et j'ai également ignoré mon fuseau horaire pour l'instant. Et si j'exécute, je retrouve bien un eurodatage 2014, le 21 avril 2012, pardon, 18h25, 43. Donc je suis bien conforme à ce qui est indiqué ici, sachant que j'ai volontairement pour l'instant ignoré la partie décalage horaire. Donc là, on est obligé d'aller construire, comme on l'a fait ici avec les numériques, une valeur caractère qui corresponde à quelque chose que je peux décoder ici. Pour continuer, justement, j'ai pas encore tenu compte de mon fuseau horaire. Mon fuseau horaire sur la date à décoder, c'est relativement facile à aller découper. On connaît les positions, on peut faire du substring, on peut aller découper l'heure, les minutes. Si on a des fuseaux, par exemple, ça peut arriver d'avoir des fuseaux avec des demi-heures de fuseau horaire. Et le signe qui va nous dire par rapport à l'UTC, est-ce qu'on est en plus, est-ce qu'on est en moins. Sauf que pour exprimer un horodatage dans un fuseau horaire sur votre IBMI, il faut tenir compte du décalage du fuseau horaire de votre propre machine pour savoir de combien d'heures il faut décaler pour venir chez vous. Donc ça, il y a une valeur système, QUTC offset, hein, donc le décalage par rapport à l'horaire UTC, qui est fourni dans une valeur système. Et pour nous simplifier la vie, heureusement, aujourd'hui, au travers de SQL, on est capable d'aller récupérer les valeurs système. Donc je vais récupérer la valeur système qui s'appelle QUTC offset, et elle me dit ici plus 0200, comprendre plus 2 heures 0 minutes. Donc on est capable de découper le fuseau horaire de la date source, dans mon cas, le décalage horaire de la date cible. Donc avec ça, derrière, c'est relativement simple de pouvoir rajouter un nombre d'heures ou enlever un nombre d'heures pour aller vers la source ou vers la cible. Ici, il faudrait certainement qu'on rajoute 7 heures, hein, de moins 5 à plus 2, pour transformer cette date-là, cet horodatage-là, en un horodatage qui est dans le même fuseau horaire que mon IBMI. Donc par exemple, c'est ce que j'ai fait en dessous. J'ai pris le même calcul, simplement je lui ai rajouté 7 heures. Et c'est là où les fuseaux horaires sont importants, c'est que on était bien au 21 avril à 18 heures, mais 18 heures, si je rajoute 7 heures, et ben là je vais changer quand même de date, je vais arriver au 22 avril et puis à 1h25 du matin. Donc attention, les fuseaux horaires, on a l'habitude de pas trop travailler avec dans nos dates, nos eurodatages IBMI, puisqu'ils font pas partie nous, de nos eurodatages, mais ils peuvent avoir des vrais impacts. Et encore une fois, c'est facile de savoir aujourd'hui où vous êtes et de pouvoir vous redécaler à l'intérieur. On a d'autres formats de dates qui sont utilisés. J'en ai pris une qui est une date utilisée dans les formats de log. Pour ceux qui utilisent des produits du type syslog, il y a un format de log qui est normalisé et je vais vous le trouver qui apparaît ici. Et les dates sont représentées comme ça. Le mois en abrégé, le rang du jour dans le mois, il n'y a pas l'année, et puis on a l'heure, par exemple. Donc j'en ai pris 2-3 exemples ici que j'ai copié et collé. Donc c'est des vrais messages de mon IBMI, mais où j'ai formaté vraiment au format syslog, c'est interopérable dans les outils d'exploitation. Si jamais vous aviez besoin, vous, de faire des requêtes SQL sur des logs syslog pour aller chercher des événements à un instant donné ou de transformer ça en eurodatage pour faire vos requêtes SQL, on est aussi avec timestamp format capable de partir de dates qui sont formatées comme ça, je refais un copier-coller, en indiquant que le septembre qui est ici, c'est mon, c'est pour months en abrégé. Le M majuscule signifie bien que la première lettre est en majuscule
et que le reste est en minuscule. On retrouve bien le jour ici. On n'a pas l'année. Par défaut, quand on n'a pas l'année, ce sera l'année en cours. Et puis on retrouve ici notre heure, donc exprimée en heures sur 24, minutes, secondes classique. Et là, timestamp format, pour ça, c'est également super efficace parce que s'il avait fallu découper à la main et reconstruire ça aussi bien dans du SQL que du RPG, ce serait plus compliqué. Donc ça permet vraiment de prendre des formats de date divers et variés et, j'allais dire, à moindre frais quand même, d'arriver à en sortir des vrais horodatage au sens SQL utilisables dans des requêtes avec des zones date, des zones heure, etc. Pour finir, on a également régulièrement des dates qui sont exprimées sous forme de nombres entiers. Alors soit des nombres de jours écoulés, soit des nombres de secondes écoulées depuis une date de référence. C'est ce qu'on utilise beaucoup sous Linux, c'est ce qui peut être utilisé en termes de stockage parce que ça peut être efficace aussi de stocker un entier plutôt qu'une date, etc. Donc on a beaucoup de dates qui sont exprimées comme ça. Alors très rapidement, je vous laisserai refaire les calculs, mais très rapidement, on a une fonction qui s'appelle days en SQL. On lui donne une date et ça nous donne le nombre de jours entre cette date qu'on lui donne et le 1er janvier de l'an 1. Donc dans mon cas, 737 672 jours. Bon. Si on vous donne cette valeur-là, en vous disant c'est la date, ben c'est relativement facile de la construire. On part d'une date de référence et on lui rajoute ce fameux nombre de jours. Si j'exécute, je retombe bien sur le 5 septembre 2020, c'est la date à laquelle j'ai enregistré en tout cas cette vidéo. Donc on est capable de passer d'une date à un nombre de jours, d'un nombre de jours à une date, en jouant avec les opérateurs naturels, en tout cas de calcul sur les dates. Vous avez la même chose avec les secondes. Les eurodatages Unix, pardon, pas unique, Unix, sont faits depuis un nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 70 à minuit. Donc de la même façon, si vous avez des dates qui vous sont transmises sous ce format-là, et des calculateurs sur Internet, hein, vous pouvez aller voir, on vous transmet ça, il faut être capable de l'interpréter comme ça. Donc, et là c'est pareil, on prend un eurodatage depuis notre date de référence, et puis on ajoute le nombre de secondes qui correspond, et on retombe bien sur les dates qui nous ont été fournies sous cette forme-là. Donc il n'y a pas de complexité, c'est purement calculatoire, et SQL nous fournit vraiment toutes les infos qui vont bien. Si on veut faire l'inverse, passer d'un eurodatage vers ce genre de syntaxe-là, charge à nous d'aller calculer le nombre de secondes correspondantes à une heure ici pour commencer. Donc on prend les secondes, on prend les minutes, on multiplie par 60, les heures on multiplie par 3600, et vous avez un nombre de secondes écoulées depuis minuit. Donc c'est relativement facile de faire les calculs ici, pareil dans les deux sens. Donc on est capable d'extraire les unités pour faire des calculs dessus et inversement de rajouter des unités à une heure ou à une date. Donc après j'ai fait la même chose avec un eurodatage vraiment plus, donc en tenant compte de la date. Si on part sur une date de référence à 1970, au 1er janvier 70, attention, days nous donne le nombre de jours depuis le 1er janvier de l'an 1. Donc à cette différence-là, j'ai enlevé le nombre de jours pour raccrocher le 1er janvier 1970. On multiplie pour obtenir des secondes. On rajoute notre heure, la partie heure de l'eurodatage exprimée sous forme de secondes. Et on obtient une valeur de ce type-là qui représente mon eurodatage. Bon, le temps de préparer, j'ai une valeur un peu différente, mais si je refais le calcul inverse, je suis bien capable, depuis un nombre de secondes et une position de départ dans le temps, de reconstruire un eurodatage. Donc tout ça pour dire, il y a différentes façons de représenter les dates et les heures, il y a plein de façons en réalité de représenter les dates et les heures. On a a priori tous les outils qui permettent de le faire, toutes les règles de calcul qui permettent de le faire. Il y a d'autres mots-clés, d'autres fonctions encore qui existent avec SQL. Il y en a un qui s'appelle timestamp diff. Celui-ci, je l'ai mis ici, je ne vais pas le détailler, je vous recommande de ne pas l'utiliser par rapport à ce qu'on a pu voir avant, parce qu'en réalité, lui utilise des règles de calcul qui font des approximations. Donc si vous essayez d'être précis dans vos eurodatages, vous aurez des problèmes en utilisant timestamp diff. C'est documenté sur le site IBM, je vous laisse regarder.
J'espère que ça vous donne des idées ou que ça vous simplifiera la vie, en tout cas pour la gestion de vos horodatage. À bientôt.